Les arnaques à domicile, un fléau auquel sont confrontés tous les Parisiens. Mais comment démasquer le vrai artisan de l'escroc? Ah Mathias, ça va? Ça va. Très bien, et toi? C'est la mission que se sont fixés Mathias et Kadiatou. Mathias est plombier. Donc, là, on va boucher l'évier, on va provoquer une fausse panne. Kadiatou travaille pour une start-up qui sélectionne les artisans honnêtes. Aujourd'hui, elle va tester un plombier sur lequel elle a des doutes. Je pourrais avoir du papier toilette? Oui, bien sûr, je vais t'en chercher tout de suite. Toutes les méthodes sont bonnes pour essayer de tester vos éventuels futurs artisans. Oui, toutes les méthodes elles sont bonnes puisque ça nous permet de savoir si l'artisan il est honnête, plus ou moins. Pour tendre le piège, rien de bien compliqué. Juste 2 mouchoirs enfoncés en boule dans le tuyau d'évacuation. Ce genre de panne, quand on vient en urgence la réparer, ça coûte combien? C'est entre 180 et 220. Pas plus. Non, pas plus. Kadiatou appelle ensuite l'artisan qu'elle veut tester. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Madame Collomb. Je vous appelle puisque j'ai mon évier de boucher. Si c'est engorgé, madame, il faudra sûrement déboucher. Donc vous avez des forfaits qui démarrent à 190 €. D'accord. Au revoir. 190 €, c'est le prix normal pour une réparation de ce type dans la capitale. 1 heure plus tard, l'artisan arrive. Pour ne pas éveiller ses soupçons, nous tournons en caméra cachée. Ça, c'est exactement là. C'est complètement bouché. Moi, j'y connais rien du tout. Le plombier va rester précisément 3 minutes 30 dans la salle de bain. Il fait couler l'eau, tripote un peu le siphon et rend son verdict. Et ça, c'est quoi? C'est le calcaire. C'est le calcaire. Selon le plombier, c'est la faute du calcaire. Il n'a pas vu les mouchoirs. Comment vous allez procéder pour, en gros, comment ça se passe? Moi, je vais curer au niveau de votre canalisation. Si j'arrive pas, je fais intervenir un camion de zéro curage qui lui va directement asperger votre fraîche pour nous. En clair, il veut récurer l'intérieur des tuyaux de l'appartement, voire même toute la canalisation de l'immeuble avec un camion spécialisé. Mais pour faire passer la pilule, il propose une combine. Vous avez une assurance ici? Ah oui, une assurance habitation lambda, quoi. Moi, ce que je peux me permettre de faire, c'est qu'au lieu de marquer comme quoi c'était bouché au niveau de votre siphon, je peux marquer comme quoi c'était bouché au niveau de la canalisation générale. D'accord. Et à partir de ce moment-là, c'est pas vos frais. D'accord. L'homme propose sans vergogne d'arnaquer l'assurance. Quant au prix, accrochez-vous. TTC, on a pour 2355,10. Hors taxe, on a 2141 pour dégorgement, le furet mécanique, l'entretien, tout. Avec une TVA de 214,10 €, TTC 2355. J'explique juste pour votre assurance. Oui, d'accord. Je vais vous mettre un motif, d'accord? Colonne générale bouchée. On D'accord. va pas dire que c'est moi qui ai fait ça pour vous parce que moi je vous rends service, d'accord? 2355 €. On est très loin des 190 € annoncés par téléphone. Et cette somme ne comprend même pas l'intervention du fameux camion de curage. Ouais, mais là, clairement, on n'a pas 2310. Je m'attendais à ce qu'on soit dans les 500, 600, je sais quand Je n'y a personne qui va venir pour 600 € vous faire ce travail. D'accord. Bien sûr, vraiment, c'est trop bouché. Le plombier ne se démonte pas. Il semble décidé à rentabiliser les 10 minutes passées sur place. C'est combien, là, les frais de déplacement? Vous avez le diagnostic de fuite, donc la recherche de fuite, elle est de 269 € et vous avez le déplacement à 96 €. Je ne vous compte pas de dernier. Plus de 400 € au total. Le double de ce qui était annoncé par téléphone. Madame, bon courage, Merci, au revoir. merci. Bon courage. Au revoir. Et pour ce prix, le tuyau est toujours bouché. L'artisan n'a même pas pris le soin de remonter le siphon qu'il avait démonté. C'est du vol manifeste et vraiment cette entreprise-là, je ne sais pas comment elle fait pour exister encore. La facture et le devis. Il y a tellement d'escrocs dans le secteur que les repérer est devenu un business. C'est le travail de Kadiatou. Elle est employée par une entreprise qui met en relation les clients avec des artisans honnêtes. 700 ouvriers font déjà partie du réseau, à Paris et dans les grandes villes de France. Bonjour Monsieur Bringer. Je suis Madame... Pour être sûr des artisans recrutés, l'entreprise leur impose des règles strictes. D'abord, Kadiatou exige toute une série de documents. On essaie de s'assurer si c'est pas
on va dire, un artisan qui a déjà fait de l'escroquerie. On essaie de voir au niveau de ses cotisations sociales s'il est à jour. Donc lui, il est à jour. Il m'a fourni tous les documents nécessaires qui me permettent de savoir qu'il est fiable et que son entreprise est réelle. En cas de doute, les équipes effectuent un test de vérification, comme celui que nous avons filmé. Mais ce n'est pas tout. Ouais, plus de sourire. Et un léger sourire, c'est pour tes clients. Encore une quand même pour faire... Voilà. Chaque artisan sélectionné est pris en photo. C'est une mesure de sécurité supplémentaire. Le client connaît ainsi à l'avance le visage de l'artisan qui va pénétrer dans son domicile. Une idée qui a séduit le public. Chaque mois, la société met en relation plus de 4000 clients avec les professionnels de son réseau. C'est vraiment important le visuel en fait. Pénétrer à l'intérieur de votre maison, c'est leur spécialité. Il y a bien sûr les artisans véreux qui profitent de l'urgence. Problème de porte, fuite d'eau ou panne de chauffage, tout est prétexte pour vous soutirer des sommes exorbitantes. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'escroquerie beaucoup plus grave qui se développe et qui inquiète particulièrement les autorités. Il s'agit de vols. De vols en bande organisée. De faux policiers qui se présentent à votre domicile et s'introduisent chez vous pour dérober vos biens les plus précieux. Leur cible, les personnes âgées. Je n'osais pas intervenir parce que j'avais peur qu'ils soient armés. Pour retrouver ces escrocs, les forces de l'ordre n'hésitent pas à employer les grands moyens. Hélicoptères de surveillance, recherche ADN, un travail d'enquête qui peut durer des mois. Je dis tout de suite, on n'est que 3. Moi, je vais au contact, je le sèche direct. À mon avis, c'est celui de droite. À l'origine de ces vols aggravés, des malfrats expérimentés. C'est la routine, ça. L'un d'eux a accepté de nous parler. Un témoignage exceptionnel. On essaie de chercher un maximum d'oseille avec un minimum de risque. Mais à ce jeu-là, le moins risqué, c'est encore le dépannage d'urgence. À votre domicile. Faux artisans, faux policiers, mais vrais escrocs. Enquête sur ces délinquants qui frappent à votre porte. Hôtel de police de Viroflay, dans les Yvelines. C'est ici que travaille une des unités spécialisées dans les arnaques à domicile. Des affaires qui se multiplient dans le département, en moyenne une tous les 3 jours. Julien est lieutenant. Il vient d'être averti d'une nouvelle agression. Gilbert, est-ce que tu es dispo? Il y a un VFQ là, qui vient de se commettre à Versailles. On va faire un tour, on voit un peu ce qui se passe. Ok. Un VFQ, dans le jargon des policiers, c'est un vol par fausse qualité. Pour pénétrer à l'intérieur des domiciles, les malfaiteurs gagnent la confiance des victimes en se déguisant. C'est exactement ce qui s'est passé à Versailles, il y a moins de 2 heures. Bonjour monsieur, nous sommes les vrais policiers. C'est ce vieux monsieur et sa femme qui se sont fait dévaliser. Bonjour madame. Bonjour. Non, nous sommes les vrais policiers. Ça se voit pas. Les gangsters ressemblaient plus à des vrais policiers. Ah pourtant, on fait ce qu'ils ont. On se laisse pousser la barbe. La vieille dame est un peu confuse. Les voleurs qui viennent de la détrousser ont aussi prétendu être des agents de police. Une équipe bien rodée qui n'a mis que 12 minutes à réaliser son forfait. En interrogeant les retraités, Julien reconnaît un scénario qu'il a déjà vu à de nombreuses reprises. Un premier homme en bleu de travail, avec une mallette pleine d'outils, se présente pour une intervention urgente. L'homme prétend être un plombier ou un agent des eaux. Donc le faux agent des eaux, on va dire, est arrivé. Le faux agent des eaux. Il a sonné. Il m'a dit qu'il fallait contrôler le niveau de pression de l'eau pour évacuer toutes les saletés dans les conduites. D'accord, donc vous l'avez fait rentrer? Alors je l'ai fait rentrer. D'accord. Et tout d'un coup, il y a 2 grands types qui arrivent avec quelque chose qui ressemblait à un iPad, un iPhone, sur lequel il y avait barré police en travers. Je dis police, ce monsieur est un voleur. En fait, les 3 hommes sont de mèche, un grand classique. Le faux plombier est interpellé,
puis menottés par les faux policiers devant des victimes médusées. Ils m'ont demandé de leur montrer l'endroit où j'avais des objets de valeur. Alors je les ai amenés dans ma chambre, sur ma coiffeuse, et mon diamant est là au milieu habituellement. Dernière étape, un des faux policiers détourne l'attention des personnes âgées, pendant que le deuxième faux policier s'empare des objets de valeur. En général, ce n'est qu'après le départ des visiteurs que les victimes constatent les vols. Ils m'ont volé le saphir de maman, qui n'a aucune valeur, lui, sauf sentimentale pour moi, auquel je tenais beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Et je me suis aperçue qu'avait disparu un bracelet en or d'époque Charles X. Valeur estimée du bijou, 30 000 €. Il était dans la famille depuis plusieurs générations. Le couple d'octogénaires est sous le choc. Pour rechercher les auteurs, le moyen le plus efficace, c'est l'ADN. Julien a donc demandé le renfort de ses collègues de la police scientifique. Il faut faire vite avant que les traces ne soient plus exploitables. Un élément intéresse particulièrement les techniciens. Cette clé que l'un des voleurs aurait touchée. C'est imparable comme preuve? Ah bah oui, parce que l'ADN ne ment pas. Si on trouve l'ADN de la personne, il faudra qu'elle explique pourquoi son ADN est sur cette clé. L'intrusion dont ont été victimes ce couple de retraités n'est pas un cas isolé. Au revoir. Au revoir, monsieur. L'année dernière, 4000 vols à la fausse qualité se sont produits dans les domiciles français, soit plus de 10 par jour. Pourtant, ces infractions sont assez mal connues des Français. Paris, porte de Versailles. C'est ici que se tient chaque année le Salon des seniors. Au milieu des différents exposants, un stand plutôt inattendu, celui du ministère de l'Intérieur. Venez. Vous savez ce que c'est les vols à la fausse qualité? Non. Alors, c'est des gens qui viennent chez vous et qui se font passer pour des faux policiers. C'est pas parce qu'ils arrivent à votre porte que vous devez être en confiance. Donc il ne faut pas faire confiance. Fabienne est major de police. C'est son travail d'alerter les retraités. Car ils sont la cible numéro 1 des équipes qui pratiquent le vol en se déguisant. Alors, elle leur apprend à repérer les escrocs. Un policier, il est soit en civil, soit en tenue. Si le policier, il est moitié en civil, mais avec une casquette police, ou il y a quelque chose de bizarre. Ou alors il vous dit, je veux venir chez vous parce qu'il y a eu des cambriolages dans le coin, dans votre quartier. Il faut qu'on vérifie si vos bijoux sont toujours là. Ça, c'est pas normal. Donc si vous avez le moindre doute, vous n'ouvrez pas et vous appelez le 17. Ne pas ouvrir à la police n'est pas une infraction. Ça, c'est important. Si la police veut vraiment rentrer chez vous, elle rentrera chez vous. Si on pense que vous êtes un dangereux criminel recherché par toutes les polices de France, on va réussir à rentrer chez vous, on ne sonnera pas à la porte. Et si la police communique autant, c'est qu'elle s'est rendue compte que toutes ces affaires nuisaient à son image. Ça nous embête fortement. Après, c'est l'image de la police tout entière qui est... Parce que les gens, des fois, n'arrivent, même après avoir été victimes, n'imaginent pas que ça peut être des faux policiers. Il y a urgence. Le phénomène a pris une nouvelle ampleur. Depuis 5 ans, ces infractions ont augmenté de 30%. Nous sommes de retour à Viroflay, avec les policiers qui traquent les arnaqueurs à domicile. Ces voleurs sont aguerris, ils laissent peu d'indices. Cette fois pourtant, Julien pense avoir identifié l'un des auteurs d'une série d'agressions. En inspectant un véhicule qui a servi à plusieurs vols, la police scientifique a isolé un ADN. Grâce au fichier des empreintes génétiques, Julien a désormais un nom. Mais ce sont surtout ses antécédents judiciaires qui retiennent l'attention du policier. Il y a quand même une bonne quarantaine d'infractions. Vol par ruse, vol par ruse, vol par ruse, vol par ruse. Vol par fausse qualité de dépositaire de l'autorité publique, donc en d'autres termes, un policier. Un spécialiste du déguisement. Nous l'appellerons Michel. Selon le fichier des immatriculations, Michel serait propriétaire de 2 véhicules. Une voiture et une caravane,
domicilié sur un camp de gens du voyage à Argenteuil. Un site sensible, où les policiers ne sont pas les bienvenus. Alors, le chef de brigade a une idée. Julien. Les deux hommes vont mettre sur pied un dispositif exceptionnel. Premier objectif, ici. Oui. D'accord. Oui. Ça, donc, c'est sur la commune d'Argenteuil. Oui. 8 heures, d'accord. On ne peut pas y aller comme ça, la fleur au fusil. Ce sont des gens qui sont quand même très attentifs à ce qui se passe dans l'environnement du camp. Et donc, pour pouvoir localiser de façon également certaine nos objectifs, on est obligé d'utiliser des grands moyens. Direction Villacoublay, une base aérienne militaire. Bonjour, je suis le collègue de la base aérienne. C'est bon, allez-y. Merci, également. Les hangars abritent les avions qui transportent le président de la République, mais c'est un autre appareil qui intéresse Julien. Voilà. Cet hélicoptère de la gendarmerie. Un appareil équipé d'une caméra très haute résolution qui permet de traquer les véhicules recherchés. Vous installerez ici. Comme ça, tout ce qu'on filmera à la caméra, vous l'aurez sur l'écran devant. En sachant que moi-même j'ai un appareil photo, du coup je pourrais aussi prendre des clichés. Allez, c'est parti. Ouais. Dernière de FLI. Ok. Allez, le phare éteint, je soulage la puissance. Tu m'as mis le transpondeur. Ouais, transpondeur, tu pourras préparer une antenne pour de la vitesse. C'est la première fois que Julien part ainsi en reconnaissance. Après 10 minutes, ils atteignent enfin le camp des gens du voyage. Presque une petite ville où 300 familles vivent dans des mobil-homes. L'hélicoptère se met en vol stationnaire à 300 mètres d'altitude. Sur son cahier, Julien a noté les plaques d'immatriculation de la voiture et de la caravane du suspect. L'équipage commence alors à repérer les véhicules. Grâce au zoom, pendant 40 minutes, ils vont lire une à une toutes les plaques d'immatriculation du camp. C'est quoi? Je vais décaler à droite, là. C'est bon? Tu vois, là, il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des sprinters? Non, ça, c'est un vieux trafic. Delta Charlie, ça te parle pour la Clio, non? Non, moi, j'ai Charlie Mike. Bon, bah écoute, après, ils ont peut-être changé les plaques. Ouais, c'est pas impossible. C'est extraordinaire. On a des moyens visuels du fait d'être en hauteur qui sont incomparables avec ce qu'on aurait pu faire au sol. Et de toute façon, on n'aurait pas pu y aller au sol, c'est pas possible. Julien est déçu. Pour l'instant, la voiture et la caravane de Michel restent introuvables. J'ai un dernier véhicule, une caravane fan, Bravo uniforme. Non, c'est des anciennes immatriculations. Donc a priori, on n'a aucun véhicule. Hein. Non. Après 1 heure de vol et des centaines de véhicules passés en revue, Julien abandonne. Pour l'instant, je suis un peu déçu d'observer que la caravane dont on souhaitait confirmer la présence ne se trouve plus sur la parcelle. Ça laisse supposer qu'ils ont peut-être quitté la parcelle. Pas d'autres pistes pour l'instant. L'enquête semble au point mort. Alors, de retour dans ses bureaux, Julien décide de lancer un avis de recherche à tous les services de police et de gendarmerie du pays. Un mandat d'arrêt qui va s'avérer payant. Car quelques semaines plus tard, les gendarmes vont mettre la main, presque par hasard, sur le suspect, à l'issue d'un simple contrôle routier auquel l'homme a tenté d'échapper. Il doit être jugé cet après-midi pour délit de fuite. Les gendarmes viennent d'appeler Julien pour le prévenir. J'ai des nouvelles de la gendarmerie de Châteauroux, donc ils sont toujours en audition avec... On prend la route et on y sera un petit peu avant. Normalement, il sera déféré vers 13h. Allez, c'est qui part. Bon, okay. On essaie Pas de temps à perdre. Le suspect a été arrêté à Châteauroux, à 260 km de là. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on cherche monsieur. On peut pas se permettre aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il est dans des locaux de police, de gendarmerie en l'occurrence, de le laisser repartir. C'est pour moi tout simplement impossible. Donc on va s'y rendre. Le parquet d'ailleurs nous y a autorisé, on va l'interpeller. Je sais pas si lui sera content de nous voir, mais en tout cas, nous on l'est déjà. C'est une course contre la montre. Le suspect passe en comparution immédiate.
Julien craint qu'il ressorte libre et qu'il disparaisse à nouveau dans la nature. Après 1h30, les policiers arrivent au tribunal. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ouais. Lieutenant. Ils sont accueillis par le gendarme qui les a avertis. Donc l'intéressé attend actuellement pour passer en coopération immédiate. D'accord. Ils sont arrivés à temps. Le suspect n'est pas encore passé devant le juge. Il s'apprête donc à le cueillir à la sortie du tribunal. Dès qu'il va franchir cette porte, il sera donc considéré comme libre, mais il le sera pour à peu près 1 seconde et demie, puisqu'on va l'interpeller immédiatement pour le placer en garde à vue et le conduire dans nos locaux. L'attente ne va durer que quelques minutes. Venez, en bas. Bonjour monsieur. Le suspect, c'est cet homme à la casquette blanche et au blouson noir. Il n'oppose aucune résistance et semble à peine surpris quand on lui passe les menottes. On est la sûreté départementale des Yvelines. Oui. Vous venez d'être remis en liberté, vous êtes interpellé et placé en garde à vue. Venez. Bon ben voilà, il est interpellé, ça s'est bien passé. Je pense qu'il a peut-être pas encore compris, mais il y a l'effet de surprise, mais ça s'est bien passé. Donc tant mieux. Il est sorti tout seul, il n'y avait pas de famille, on a pu faire ça calmement. Julien lui signifie sa garde à vue. L'homme est étonné, mais ne perd pas son sang-froid. Tu fais le con, je te menotte derrière. Écoute, je t'ai donné ma parole. Bah, je sais. Écoute, j'ai pris une parole. Dans la voiture, sur le chemin du retour, l'ambiance est étonnamment détendue. Vous avez été un peu surpris quand même là, non? Oui, je suis relaxé, je sors dehors, on m'interpelle. Oui, mais c'est pour autre chose. Et vous êtes en train de me dire que c'est pour autre chose. Heureusement que vous me le dites, bien sûr que c'est pour autre chose. Ah oui. C'est forcément pour autre chose puisque vous avez été relaxé. Ah ouais, non, vous voulez dire que vous êtes surpris qu'on vous interpelle pour les faits de vol par fausse qualité, quoi. C'est ça? C'est tout ça, ça va comprendre. Ouais. Vous allez vite comprendre. Hein. Mais il en faut plus pour désarçonner Michel. Au fil de la garde à vue, à l'hôtel de police, les enquêteurs vont découvrir une personnalité hors norme. Et ce, dès la prise d'empreintes et de photos. Vous êtes plutôt détendu. Vous avez déjà fait de la prison. On va dire que j'ai quelques années à mon actif, quoi. Attendez. C'est pas la première fois que ça vous arrive Non. C'est d'habitude, ça. Vous voyez pas? Et regardez en face. Merci. Un peu d'appréhension quand même. La routine, ça. C'est-à-dire? Bah, c'est la routine. On joue au chat et à la souris. Hein. On est bons joueurs, on a perdu, voilà. Oh, l'essentiel, c'est que... on a fait de mal à personne. On a tué personne. C'est que du préjudice. C'est que du préjudice. Julien doit obtenir des aveux pour que son dossier soit plus solide. Il va traquer la moindre info que le suspect pourrait lâcher. Sauf que Michel a clairement décidé de lui compliquer la tâche. Est-ce que tu as utilisé la Xara de pour commettre le vol par fausse qualité? Je n'ai rien à dire. Et comment t'expliques qu'on retrouve ton ADN à l'intérieur de la voiture? Je n'ai rien à dire. Est-ce que tu as des déclarations spontanées à me faire? C'est-à-dire? Ah pardon. Est-ce que tu veux me dire des choses de toi-même? Je n'ai rien à dire. Là, t'es là, tu me dis rien, franchement, moi, je suis un peu frustré. Moi, pour moi, j'ai rien à dire. En garde à vue, les suspects ont tout à fait le droit de ne rien dire. Et Michel semble parfaitement au courant. Dommage pour Julien, qui se retrouve face à un mur. T'as autre chose à ajouter? Je n'ai rien à dire. Donc est-ce que tu reconnais les faits? Je n'ai rien à dire. Au bout d'une heure, Julien essaye une autre approche. Il tente de jouer sur le côté affectif. En fait, ça me fait un peu marrer parce que je comprends la stratégie que tu adoptes. Mais en fait, bon, dans le fond, c'est pas drôle parce que voilà, hein, je veux pas faire du sensationnel, mais je trouve que ce que tu fais, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Je veux pas faire du classique et du cliché, mais si c'était mes grands-parents, ça m'emmerderait. Donc je pense pas que je vais réussir à te faire pleurer. Je sais que ce que tu fais, tu l'assumes, mais voilà, la partie morale, là-dedans, elle est mise de côté, quoi. J'ai rien à dire.
T'as pas de cœur. Là encore, cela tombe à plat. Après 1 heure d'audition, Julien remet Michel en cellule. Il a compris que l'homme ne parlera pas. J'aurais beau lui poser toutes les questions, il n'en répondra à aucune. Donc après, c'est sa stratégie de défense. D'ailleurs, il dit pas qu'il a pas commis les faits, il dit qu'il a rien à me dire. Muet devant les policiers, Allez, à plus tard. Michel accepte de se confier devant notre caméra. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce qu'on appelle les vols fausse qualité? L'adrénaline, le truc de duper les gens, de dire voilà, on va les duper et puis on va pas leur faire de mal, quoi. Un des modes opératoires, par exemple, c'est quoi? Voilà, j'ai perdu mon petit chat, il est venu chez vous. Voilà, c'est un des modes opératoires. C'est un feeling, c'est dans le sang, ça vient naturellement, c'est comme tout. Vous avez des bons comédiens et puis vous avez des navets. Et vous, en l'occurrence? Je dirais pas me lancer des fleurs, mais bon. Le personnage serait presque sympathique. Mais ce serait oublier qu'il cible volontairement les personnes les plus fragiles. Le fait d'aller chez des personnes âgées, comme ça, c'est un choix, c'est exprès, ils sont plus vulnérables, ils sont plus... On va être honnête, franchise et tout. On essaie de chercher un maximum d'oseille avec un minimum de risque. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un mec qui va essayer de braquer une banque. Il va prendre combien? 1000 € dans une banque? Il va prendre 15 ans de prison. Voilà, il va chez un particulier, allez, il va prendre 1000 € en liquide. S'il se fait serrer, allez, il risque maximum 5 ans. Donc le choix est vite fait. Hein. Il y a 10 ans d'écart. Hein. Quelqu'un qui a compris ça, il a tout compris. On veut bien risquer un peu de prison. On va pas non plus risquer 50 ans de prison parce que ça sert à rien. Vous n'avez pas parfois des remords en allant chez certaines personnes âgées où vous dites ça peut être ma grand-mère, ça peut être... On a toujours des remords. Mais comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Michel a 39 ans. Il a déjà passé 7 ans derrière les barreaux. Cette fois, il espère encore s'en tirer avec une petite peine. Pourtant, avec la récidive, il risque gros. Mais pour le faire condamner, Julien va devoir convaincre les magistrats du parquet que le dossier est suffisamment solide. Même sans aveu. S'il n'y parvient pas, le suspect sera libéré dans un peu plus de 2 heures sans même être jugé. Un peu d'appréhension? Un petit peu quand même, ouais. Un petit peu quand même, parce que si il ressort... S'il ressort, c'est vraiment la loose. Puisque bon, il est certain que dès qu'il va sortir, il va refaire la même chose, hein, c'est son métier, hein, donc il est pressé de reprendre le travail, je pense. Allô? Oui, bonjour madame, vous allez bien? Alors, je vous appelais. Il s'est contenté de réitérer qu'il avait rien à me dire. Alors, il me dit pas que c'est pas lui, il me dit qu'il a rien à me dire. Ouais, Voilà. Du coup, peut-être que le fait de passer devant le juge des libertés de la détention pour une éventuelle détention provisoire, ça va peut-être l'inquiéter un peu plus. Ça serait pas mal. Ok, bon alors du coup là, vous pouvez me le présenter à quelle heure? 14h, ça vous irait? Ouais, parfait. La bonne nouvelle fait rapidement le tour du service. Déféré ou version d'info. Ok. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. C'est bien ça. À l'issue de la procédure, Michel sera condamné à 6 ans de prison ferme pour une dizaine de vols à la fausse qualité. Au jeu du chat et de la souris, cette fois-ci, c'est le chat qui a gagné. C'est là qu'on se quitte, mon gars. Ouais, ça marche. Ouais, je te fais pas la bise quand même, on est des mecs. Ah ouais, quand même. Même si on est du sud. Ouais, bien sûr. Bon, écoute, tu verras bien pour la suite. Hein. Ok? C'est bon. Allez, je te laisse. Le culot, le sang-froid et l'ingéniosité. Des qualités partagées par tous les arnaqueurs qui viennent taper à votre porte, y compris lorsqu'ils sont dépanneurs à domicile. Ce sont eux qui inondent vos boîtes aux lettres de prospectus alléchants. Une serrure impossible à ouvrir, une fuite d'eau importante. Ils vous proposent de vous tirer d'affaire en 30 minutes, mais profitent de l'urgence pour gonfler les factures.
Traquer cette publicité mensongère, c'est le travail de la répression des fraudes. Axel est à la tête d'une équipe de 8 personnes en charge des abus concernant les dépannages à domicile. Ce matin, elle cherche à identifier l'origine d'un prospectus douteux qu'elle a reçu dans sa boîte aux lettres. Dis-moi, tu le connais celui-là? Oui, je le connais, c'est une société qui se fait passer pour les services publics. Ici, aux côtés des numéros d'urgence, comme la mairie ou les pompiers, d'autres numéros concernant les dépannages en tout genre. La présentation laisse croire qu'il s'agit d'un document de la mairie. Une manœuvre illégale, souvent utilisée par les artisans véreux. Comme le prouve ce mur, où les agents affichent tous les documents litigieux. Tout est fait pour lui donner un aspect officiel, pour donner l'impression qu'effectivement, au minimum, c'est approuvé par la mairie, voire même distribué par la mairie, alors que pas du tout. C'est des tracts qui sont purement publicitaires, mais où tout est fait pour avancer masqué. Pour que ces publicités ne terminent pas à la poubelle, les sociétés de dépannage utilisent toutes sortes de ruses et n'hésitent pas à jouer sur la corde sensible. Il y a eu une période post-attentat où on a vu se développer pas mal de cartons un peu patriotiques, avec du « Je suis Charlie » ou Je suis utile. Vive la France, voilà, avec le drapeau. C'est vraiment leur fonds de commerce, hein, ces prospectus. C'est-à-dire que c'est vraiment le point de départ pour eux, pour réussir à rentrer au domicile des gens. Donc ils les distribuent par millions, et puis l'idée c'est de tout faire pour que les gens aient envie de les garder. Pour la répression des fraudes, il s'agit de publicités mensongères. Ceux qui se font prendre risquent des amendes records. Celui-ci, par exemple, on a enregistré une procédure à 30 000 €, je crois. On a prononcé une amende de 94 000 € pour celui-ci, puisqu'il avait été diffusé de manière particulièrement massive. Alors comment s'y retrouver lorsque l'on est un particulier? Axel propose de nous montrer les bons réflexes. Elle va appeler le numéro qu'elle a reçu ce matin dans sa boîte aux lettres. Dans un premier temps, on se fait passer pour des consommateurs qui va lui demander qui il est. Ouais, un problème de porte bloquée, par exemple. Oui. Allô. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai claqué ma porte. J'ai laissé les clés à l'intérieur. D'accord, vous êtes à quelle adresse? Je suis à Paris 12e. Ça coûtera combien pour l'ouverture de porte? Donc on fait 90 €. 90 €? Demande-lui quelle société c'est. Et vous êtes qui? C'est quelle société? Mais pourquoi autant de questions, monsieur, quand vous demandez un renseignement? Si on vient sur place, vous avez fait quoi de la société et tout? Désolé, merci, au revoir. Allô? Bon voilà, vous avez un exemple typique de la personne, on lui demande simplement mais vous êtes qui? Qui vous dit mais pourquoi vous me posez ces questions? Moi j'ai pas à répondre à vos questions et qui vous raccroche au but. Donc voilà, c'est quand même un réflexe à avoir pour les consommateurs. Quand vous appelez un numéro, commencez par dire mais au fait qui êtes-vous? Si la personne elle est réticente à vous donner son identité, bien évidemment vous raccrochez, vous donnez pas suite. Mais beaucoup de particuliers n'ont pas ce réflexe. L'année dernière, plus de 5000 plaintes ont été déposées pour ce type d'arnaque. Un fléau qui nuit aux vrais artisans qui perdent peu à peu la confiance des consommateurs. Du coup, à l'intérieur de la profession, la riposte s'organise. Nous sommes dans le nord de Paris. Bernard dirige depuis 35 ans une société qui vend des clés et des serrures. Il a peur que ces escroqueries nuisent à son business. Alors il a lancé un label pour distinguer les artisans dignes de confiance. Il les sélectionne avec Sébastien, son salarié. Où est-ce qu'il nous manque des partenaires? Dans le 10e. Dans le 10e? Il a déjà trouvé 175 artisans dont il est sûr. Pour en trouver d'autres, il se transforme en détective. Voilà, là il y a un point fort fiché, donc ça peut être une cible. Il faut vérifier tout simplement chez Fichier. Attendez 2 secondes, on va vérifier tout de suite, voir si c'est pas un gros mensonge. Non, c'est un vrai point fort, donc là il n'y a pas de problème. Lorsqu'il a un doute, il a un truc tout simple. Une rapide vérification de l'adresse du professionnel. Regarde ça, il y a un type, il s'est appelé Fichier aussi, mais avec une autre orthographe. FI 32 rue. Tiens, juste pour savoir, je vais en avoir le cœur net, 32
qu'est-ce qu'il y a à cette adresse. Bon, alors là, ça va être très très clair. Et là, voilà, le gars, il dit qu'il est serrurier, moi j'arrive et je suis sur un Franprix, quoi. Il y a de fortes chances qu'en appelant ce numéro de téléphone, on tombe sur absolument une boîte peu fréquentable, en tous les cas, pour un client. Donne-moi une adresse tout de suite, on va vérifier. Et ce n'est pas tout. Au hasard. Bernard a repéré une autre entreprise qui a de nombreuses adresses. Quand on regarde quelles sont les adresses qui sont enregistrées au nom de cette entreprise, on voit que cette société-là a déclaré plusieurs dizaines d'adresses, chaque fois avec le même numéro de téléphone, dans le 10e, dans le 12e, dans le 14e, le 15e, le 16e, le 18e, etc. Tous les arrondissements de Paris y passent. Vous avez 80 établissements qui sont enregistrés au nom de cette entreprise, partout en Île-de-France. 80 adresses, mais un seul numéro de téléphone. Sur le principe, rien d'illégal. Mais pour Bernard, il s'agit sans doute d'un centre d'appel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a véritablement une organisation, et eux, ceux qui ont le téléphone, c'est-à-dire ceux qui ont les standards, eux, n'ont pas de dépanneur. Ils appellent la société 1, 2, 3, 4, ils lui disent « Allô, tiens, Madame Martin a un problème dans le 10e arrondissement. » Et donc, c'est cette société 1, 2, 3, 4 qui va faire l'intervention. Ce numéro unique mènerait à un centre d'appel qui joue les intermédiaires. Selon Bernard, ce standard téléphonique fait payer 100 € à la société de dépannage qui intervient sur place. Une somme qu'elle va devoir récupérer d'une manière ou d'une autre auprès de ce client. Quand la personne se présente à la porte, l'appel de la victime en détresse, l'appel lui a coûté des sous. Elle a coûté des sous à la société qui envoie le dépanneur. Donc ce qui explique que la facture va très vite monter. Quand il arrive chez le client, il est déjà à moins 100 €, admettons. Maintenant, après, quand on sait qu'en plus, sa rémunération, c'est un pourcentage du prix facturé. Donc plus il facture, et plus il touche. Alors, comment font ces escrocs pour corser l'addition? Quelles sont leurs méthodes? Nous avons décidé de tester l'artisan aux 80 adresses référencées. Mais d'abord, nous avons fait venir un professionnel de confiance. À notre demande, Sébastien a pris rendez-vous avec David, un serrurier de son réseau. Il va nous montrer comment ouvrir sans la clé une porte claquée. Pour cela, il va utiliser une simple radio, comme celle que l'on a chez le médecin. Donc là, si la porte n'est que claquée, comment est-ce que vous procédez? Alors, pour ouvrir une porte claquée, c'est très simple. En général, il faut toujours aller face au demi-tour, pour que la radio, elle appuie sur le demi-tour comme ça. Si vous voulez, je vous montre comment on procède. Allons-y. On va dehors? On va dehors. Hop, et vous remontez, vous voyez qu'il n'y a rien qui gêne. Une ouverture express, sans dégâts sur le matériel. Et voilà, la porte elle est ouverte, donc ça nous a pris quoi? 30 secondes. Coût de l'opération, 100 € tout compris. Avec cet élément de comparaison, nous pouvons maintenant appeler l'artisan aux 80 adresses dans les pages jaunes. Oui, allô, Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'ai claqué ma porte ce matin et j'ai dû perdre mes clés. J'aurais besoin de quelqu'un s'il vous plaît. Oui, vous êtes sur quelle ville? Je suis sur Paris, 14e. Ça peut coûter combien à peu près? Il y a un forfait d'intervention qui est à 90 €. Dans combien de temps vous pouvez être là? Moi, je peux vous envoyer quelqu'un dans la demi-heure, là, il sera là. Dans une demi-heure, ok, très bien. 1h30 plus tard, un dépanneur se présente à l'adresse. Nous filmons son intervention en caméra cachée. L'homme s'approche de la porte et commence lui aussi avec une radio. Selon lui, la serrure serait ultra performante. Nous avons pourtant vu un autre serrurier l'ouvrir en 30 secondes. Comme dans une pièce de théâtre, l'homme suit un scénario bien ficelé pour faire gonfler la facture. Premier acte, il renonce à ouvrir avec la radio. Il propose de forcer la serrure.
pour plus de 180 €. Ça fait le prix d'ouverture. Si tout fonctionne, nickel, vous avez que l'ouverture à payer, il n'y a aucun problème. Par contre, si les pièces sont dégradées, il faut raconter les pièces en plus. Et la pièce, donc si ça casse et qu'il faut changer la pièce, ça coûte combien en tout? Je sais pas, le matériel, il faut compter, ouais, dans les 600 € facile, ouais. Facile. On est loin des 90 € annoncés au téléphone, et ce n'est pas fini. Deuxième acte, avec un marteau et un tournevis, l'homme s'attaque à la serrure. La porte est ouverte, mais comme par hasard, la serrure est inutilisable. À fond, là, vous pouvez dire que vous claquez la porte, vous ne pouvez plus ouvrir, même avec le complet, tout ce qu'il y a là, il faut le changer. D'accord. Et ça, du coup, ça coûterait combien de faire tout ça? Troisième acte, l'homme sort sa calculette et se lance dans un calcul rapide. Mon prix d'épaisseur avec l'ouverture de porte, ça fait 1111 €. On n'est pas très loin de ce que je vous disais au départ, monsieur. 1111 €, soit plus de 12 fois le prix annoncé par téléphone. Nous faisons mine d'hésiter, alors l'escroc nous propose lui aussi d'arnaquer notre assurance. Vous avez mon avis. Je vous fais une dérogation. Vous avez déposé quand? Vous décidez de faire. Et là, l'assurance de rembourse 80 €. Nous avons choisi d'aller au bout de la démonstration et laisser l'escroc nous installer cette nouvelle serrure. Voilà, à votre service, c'est moi, il faut rembourser l'histoire qui va passer. Voilà, monsieur. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. À votre service, hein. Allez, au revoir. Après 1 heure de travail, l'escroc nous a posé une nouvelle serrure. Mais que vaut réellement le matériel installé? Nous faisons revenir Sébastien et David, nos spécialistes, pour examiner la qualité du travail effectué. Bon, bah, nouvelle serrure. Ah, ça tout a été changé. Voilà ce qu'il a fait, ce prétendu serrurier. Du cylindre bas de gamme. Les entrées de gamme. Nous leur faisons aussi examiner les restes de l'ancienne serrure. Là, on voit que le cylindre a été cassé en deux. Ça, c'était le cylindre d'origine. Voilà. Vous voyez, on dirait qu'il y a des traces de perceuse ou de tournevis ici. Il y a des traces. Ça a été endommagé volontairement, semble-t-il. Les paillettes, ils sont abîmés. C'est vraiment des coudes qui ont été mis, non pas pour l'ouvrir, mais pour l'endommager et forcer la victime à le changer. Quant à la facture, elle leur semble particulièrement salée. Un matériel comme ça, juste ça coûte 50 €. Ça coûte 50 €, là il a revendu combien? 300 €. Enfin un peu cher. Voilà, donc on a un cylindre relativement entrée de gamme qui est revendu 6 fois son prix. Cette pièce-là a été changée aussi, 20 € revendu 110, donc 5 fois le prix. En plus c'est pas très bien fait, il aurait pu mettre un peu de pâte à bois autour, en blanc, histoire de bien combler les trous pour faire un peu d'esthétique. La serrure fonctionne, mais elle nous aura coûté 1000 € de trop. Même si le préjudice est considérable, il n'est que financier. Mais ce n'est pas le cas de toutes les arnaques à domicile. Les dommages pour les victimes sont beaucoup plus importants dans les affaires où les personnes âgées sont détroussées par des voleurs déguisés. Les personnes fragiles restent traumatisées, même après le départ des malfrats. Dans cette cité des Yvelines, 50% des habitants sont à la retraite. Jean, 86 ans, a été victime de l'une de ces escroqueries. Il vit seul, sa fille qui lui rend visite tous les jours est révoltée. Mais c'est facile, quand on s'attaque à des enfants ou à des personnes âgées, c'est exactement la même chose. Il y a une vulnérabilité qui est là et puis ils le savent. Ils savent ce qu'ils font. Même 2 ans après les faits, les souvenirs de Jean sont très précis. On a sonné à ma porte, j'ai ouvert, il devait être 3. Il m'a dit, vous avez une fuite sous votre évier. Dès que la porte est ouverte, un faux plombier et 2 faux policiers s'engouffrent en force chez Jean. Voyant la faiblesse du vieil homme, ils ne prennent même pas la peine de jouer la comédie et se lancent dans une fouille frénétique de l'appartement. Il a soulevé le matelas, regardé s'il y avait de l'argent. Pendant 3 minutes, Jean ne peut rien faire.
je n'osais pas intervenir parce que j'avais peur qu'il soit armé. Alertée par le bruit, Monique monte chez son voisin et tombe nez à nez avec les voleurs. Et comme ils m'ont vu arriver, rentrer, j'ai dit qu'est-ce que vous faites? Et bien, ils sont descendus en me bousculant. Je les ai vus parce que je les ai vus de face. Voilà. Dérangés dans leur besogne, les malfaiteurs n'ont rien volé, mais ils laissent une victime choquée. L'affaire est suivie par les policiers spécialisés des Yvelines. C'est l'adjointe de Julien qui est chargée des investigations. Dans un premier temps, Sophie a trouvé un nom grâce à l'ADN laissé dans l'appartement. L'enquêtrice a aussi déniché une photo de l'auteur présumé. Une image capturée par un distributeur de billets où le suspect vient régulièrement retirer de l'argent. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle doit procéder à l'interpellation. Il arrive du bois, en fait. D'accord. Donc il arrive par là, quoi. Voilà. Parce que moi, je voulais poser une caisse ici. Ouais. Ici, là. Oui. Tu vois, t'es un peu caché Oui. par le feuillage. En fait, Après, moi, je te dis tout de suite, hein, on n'est que 3. Hein. Moi, je vais au contact, je sèche direct. Hein. Les policiers savent que le suspect vient faire ses retraits d'argent en début de mois. Alors, ils vont tenter le tout pour le tout. Et puis après, 2 points possibles d'interpellation, le pain qu'on connaît déjà, et le distributeur de la poste de Courtry. Au total, 10 hommes sont mobilisés sur un coup de poker risqué. C'est un garçon après lequel on court depuis longtemps, donc on ne va pas prendre le risque de le remettre dans la nature pour une période indéterminée. Donc on ne tape que si on est certain que c'est lui, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, il a un profil de délinquant chevronné, il fait sûrement de grosses bêtises, donc je vous appelle à la plus grande prudence pour s'assurer de ce garçon. Le suspect a effectué plusieurs séjours en prison. Il pourrait être violent. Les hommes s'équipent en conséquence. Le taser, le pistolet à pulsion électrique. C'est une bonne arme qui est assez intimidante. Un dispositif impressionnant, mais les policiers n'ont aucune certitude de mettre la main sur le suspect. Parfois, voilà, ça peut être long et parfois ça peut être sans résultat. Donc on sait que ça peut ne pas aboutir malheureusement, malgré qu'on espère évidemment le contraire. À 10h, la souricière est en place. La première équipe s'est installée dans cette camionnette blanche à quelques mètres du distributeur de billets. Dans le jargon policier, on appelle cela un sous-marin. À l'intérieur, les 3 inspecteurs sont dans le noir, prêts à sauter sur le suspect. Nous filmons en vision nocturne. Du coup, il faut que ça soit super vigilant. On est tranquille. Et pour cela, chaque passant est comparé à la fameuse photo. La deuxième équipe se met en place dans les locaux de la police municipale, à quelques mètres à peine du second distributeur. Il est au niveau de la poubelle que tu vois là. T'as les marches à gauche. T'as 20 mètres, 20-25 mètres. Un bon point de vue. Mais surtout, ils vont pouvoir utiliser le réseau de caméras de surveillance de la ville. On a un visuel sur l'ensemble des caméras de vidéoprotection de la ville. La possibilité de zoomer sur les différents secteurs qui nous intéressent. Pas la moindre trace du suspect. Et l'heure tourne. On sera bientôt en dehors de ses heures habituelles de passage. Mais vers midi, un véhicule attire l'attention des policiers en planque. Sur le parking, il y a un 4x4. Il y a une blonde qui est descendue, qui est rentrée dans la banque postale. Au volant, il doit y avoir un individu. Tu peux mettre un coup de sécu, peut-être? Un coup de sécu, c'est-à-dire une vérification visuelle. Discrètement, un des policiers effectue le tour du 4x4 pour voir qui est derrière le volant. Il y a quand même des gens qui sont assez méfiants, qui sont très observateurs et qui font toujours très attention à ce qu'ils font. Fausse alerte. C'est négatif. Le chauffeur n'est pas le faux agent des eaux qu'il recherche. 2 heures plus tard, les policiers n'y croient plus. Bon, je vois rien. Ça sera pas très bon tout ça. La première équipe décide d'interrompre la surveillance.
Dans la camionnette, près du second distributeur, après 4 heures dans le noir, les hommes s'apprêtent eux aussi à lever le dispositif. Quand soudain, le suspect apparaît. Au dernier moment, l'homme est venu retirer de l'argent. T'as une pièce d'identité sur toi? Non, monsieur. Tu as une arme? Non, monsieur. L'individu ne bronche pas. Ce n'est manifestement pas sa première arrestation. Objectif interpellé. Parfait. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait encore une fois? Je vais t'expliquer. Hein. T'as pas de pièce d'identité sur toi? Non. Ta voiture, elle est où là? J'ai pas de voiture, je me suis fait déposer. La garde à vue commence sur place. Sophie veut absolument une adresse. Indispensable pour effectuer une perquisition et trouver d'éventuelles preuves. Ton adresse? Bon, l'adresse, j'habite chez ma mère. Vous la connaissez l'adresse? Où? Vous la connaissez l'adresse? Sinon, je mets SDF, hein, sinon. Moi, me mettez SDF. Et ta femme, tu veux pas qu'on l'appelle? C'est pas de femme. Le suspect n'aurait ni femme ni adresse. Heureusement, les policiers ont mis la main sur la camionnette dans laquelle l'homme est venu. Son véhicule? Non. Il y a Une copine. On cherche, on regarde. Déjà, pour avoir une adresse et essayer de loger les mecs, comme ils bougent tout le temps. On n'a jamais, déjà rien que là, j'ai au moins 3 ou 4 adresses. Dans la camionnette, il y avait aussi un autre homme, c'est son cousin. Mais il n'est pas vraiment plus coopératif. C'est pas comment votre cousin? Ça. Vous connaissez là? Bien sûr, son nom. Après, vous avez vu, chez nous, on a pas mal de gens. Hein. Ouais. C'est pas dommage d'être trompé quand même. Ouais. Moi, par exemple, je m'appelle Paul. Ouais. Et puis, si vous lui demandez à mon cousin, il va dire que je m'appelle Quendo, par exemple. D'accord. Vous voyez? Et Popol, c'est où Popol aussi? Voilà. Popol aussi, vous comprenez, donc après... Les policiers n'ont aucune charge contre lui. Ils le laissent repartir. Par contre, pour le suspect principal, direction la garde à vue. Il est placé en cellule dans les locaux de l'hôtel de police. Je vais me faire un café, tu en veux un ou pas? Si tu veux, t'es gentil, ouais. Tout de suite, je viens te chercher dans 5 minutes. Vas-y. C'est juste histoire de... Je dirais pas de créer du lien, mais de le mettre dans de bonnes conditions. Et si ça peut le rendre agréable et loquace, pourquoi pas? Pas sûr que cela suffise. L'homme est un multirécidiviste, un habitué des salles d'interrogatoire. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non. Il nie tout en bloc, n'a jamais été chez le retraité, et face aux preuves, il livre avec aplomb un scénario extravagant. Tu vois le cadre photo là sur le lit? Ouais, là la photo, oui. D'accord. Donc c'est sur ce cadre photo que tes empreintes ont été retrouvées. Enfin, tes empreintes génétiques. Est-ce que tu as compris la question? Oui, j'ai compris. Vous avez retrouvé mon ADN sur un cadre photo. Ouais. La seule explication que je vois, c'est quelqu'un qui a dû prendre une paire de gants, monsieur, que j'ai touché. Soit sur un marché, soit dans un Castorama. Mais si j'ai pris quelque chose dans la main, et puis que la personne a pris le gant ou quelque chose d'autre et qu'il a mis sa main dedans et qu'il a touché, forcément, il y a mon ADN à moi à l'extérieur du gant. Donc... Même l'avocate semble dubitative. Mais pour les enquêteurs, finalement, l'absence d'aveu n'est pas gravissime, puisqu'ils disposent d'un témoin visuel. Monique, la voisine qui avait mis en fuite les agresseurs du vieil homme. Mais plus de 2 ans après les faits, va-t-elle parvenir à identifier le malfrat? Est-ce que la personne là qui est là, c'est la personne qui était? À mon avis, c'est celui de droite. Là, c'était celui qui faisait passer par le faux agent. C'est celui qui a parlé, oui. Le faux agent des eaux. Oui. D'accord. Un témoignage accablant et une preuve ADN. Même si le vieil homme n'a pas constaté de disparition d'objets, l'escroc sera reconnu coupable et condamné à 8 mois de prison ferme. Mais la plupart de ses victimes, elles, resteront marquées à vie.